Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 6 février dernier, j'accueillais, à l'occasion du bistrot littéraire, Nathalie Mouton, alias Jeanne Guaran. Aussi, à cette occasion, nous découvrions son troisième livre, intitulé « Le jour où je me suis réveillée sous emprise ». Le premier étant un témoignage, intitulé « Une erreur d'écriture », et le second, repris sous forme de roman, sous le titre de « Dans les pas de Laura ». Vous pouvez retrouver le détail de l'interview du 6 février sur la chaîne Bistrot littéraire disponible sur YouTube. Au moment de notre dernière rencontre avec Nathalie Mouton, j'avais entre les mains 2 livres, Le jour où je me suis réveillée sous emprise et Dans les pas de Laura. J'ai choisi, au hasard, celui qui a fait l'objet d'une première interview, mais à aucun moment je n'ai imaginé ce qui m'attendait lorsque j'ai décidé de prendre le temps de découvrir Dans les pas de Laura. Plus qu'un étonnement, ce fut pour moi un chamboulement. Et là, je me suis dit « Waouh ! Comment une mère peut déployer autant de force de vie pour accompagner son enfant ? D'où vient cette énergie qui donne toute cette puissance à cette maman pour élever son enfant ? Je connais les difficultés liées au handicap, mais là, ton histoire, Nathalie, ton combat de mère, ton combat de femme m'ont tout simplement impressionnée. Nathalie Mouton, bonjour et merci de nous faire l'honneur à nouveau de ta présence. Merci Malika, c'est moi qui te remercie de cette nouvelle invitation. Je garde un souvenir très agréable de notre première rencontre avec les habitants de Donzère et des environs et je suis ravie de venir à nouveau ce soir vous rencontrer tous. Merci bien. Et alors justement pour démarrer et avant d'aller plus loin dans le détail de ton livre, de ton histoire, peux-tu nous rappeler qui tu es? Quel est ton parcours de vie, ton parcours de femme? Quelle femme es-tu? Quelle maman? Quelle passion t'habite? D'accord, ben en fait je suis un peu l'enfant du pays puisque j'ai grandi à Pierrelatte, donc à quelques kilomètres de Donzère. Ben, dans une famille formidable, avec un papa qui pour moi était avant tout vétérinaire, puisque par ailleurs il a été un homme public pendant de nombreuses années. Mais moi, c'était un papa vétérinaire que je suivais au cours de ses visites et j'admirais cette facilité, cette simplicité qu'il avait à échanger avec les personnes. Et je pense que c'est lui qui m'a donné l'envie de devenir médecin. Et à côté de ça, j'avais une maman fabuleuse, dynamique, qui savait tout faire et dont on admirait le sourire et l'énergie pareillement. Donc j'ai eu cette chance de grandir entourée d'un grand frère et d'une petite sœur et j'ai eu une enfance admirable et je pense que c'est ce qui m'a donné peut-être la force de vivre ces années difficiles que j'ai eues bien plus tard une fois adulte. Donc je suis une enfant gâtée, j'ai été une enfant gâtée, la vie m'a donné beaucoup d'énergie je crois, j'ai voulu être médecin, j'ai été médecin, je voulais être maman de plusieurs enfants, j'en ai 3, 2 garçons et une fille. Donc voilà, la vie m'a particulièrement gâtée, sauf que la chance m'a quittée, entre guillemets, quand j'ai appris que ma fille était atteinte d'une maladie génétique. Alors justement, bah, nous allons découvrir maintenant ton livre Dans les pas de Laura. Est-ce un roman? Finalement, on croit comprendre, d'après ton propos, que c'est finalement une autobiographie. Quelle est la genèse de ce livre? D'abord une erreur d'écriture, puis Dans les pas de Laura. Voilà, alors j'ai écrit un tout premier livre que j'ai intitulé Une erreur d'écriture, parce que ma fille, dans son patrimoine génétique, a une erreur d'écriture dans son ADN. Donc cette erreur d'écriture dans son ADN a entraîné de nombreuses erreurs d'écriture dans des vies
pas uniquement la sienne, la mienne bien sûr, mais celle de ses frères, celle de sa famille, voilà. Mais c'est comme ça, il faut accepter ce que le destin nous offre ou nous impose, entre guillemets. Donc, à un moment compliqué de notre histoire commune avec Laura, je me disais que mes propres confrères n'arrivaient pas à comprendre que le chemin que nous suivions depuis 15 ans devait bifurquer. Et je me disais, mais j'ai beau leur expliquer, euh, comment puis-je me faire comprendre? Est-ce qu'il faut que j'écrive un livre pour qu'on me comprenne mieux? Et j'ai rencontré à cette occasion une personne que je n'ai jamais plus revue. Et vous savez, parfois, quand on rencontre des personnes qu'on sait qu'on ne reverra pas, on s'ouvre littéralement, on ouvre notre cœur sans peur d'aucun jugement, d'aucun a priori. Et cette personne, quand j'ai raconté mon histoire, m'a dit, mais vous devriez écrire un livre, ça peut être utile à d'autres. Donc, je l'ai fait un petit peu. Le lendemain, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire mon histoire pour être mieux comprise en tout premier lieu. Donc cette histoire, ben, il a fallu à peu près 18 mois pour que je l'écrive. Donc heureusement, on avait entre-temps trouvé une solution pour ma fille, parce que c'est pas mon livre qui m'a permis d'être mieux comprise. Et voilà, donc j'ai écrit ce témoignage et une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Moi, je suis pas du tout dans les réseaux de presse, dans les réseaux littéraires. Et sur Internet, j'ai trouvé un concours qui était organisé par un éditeur qui voulait un petit peu copier l'idée des Francopholies de La Rochelle pour faire connaître des auteurs qui n'avaient pas la chance, entre guillemets, d'être dans ce monde un peu restreint, un peu privé, un peu difficile à ouvrir dans ce monde des auteurs, des écrivains. Donc j'ai postulé pour ce concours et à ma grande surprise, parce que du coup je connaissais personne et je pensais que peut-être que tout était déjà ficelé d'avance, à ma grande surprise, j'ai reçu le Grand Prix de la Journée du manuscrit francophone en 2019. Donc en ayant ce Grand Prix, l'éditeur m'a donné un directeur littéraire qui m'a conseillé de condenser un petit peu l'histoire de Une erreur d'écriture pour l'écrire sous forme d'un roman, mais c'est tout à fait autobiographique et tout ce que j'écris dans ce deuxième livre qui s'appelle Dans les pas de Laura, et il y a aucune chose inventée. C'est vraiment le parcours que j'ai suivi avec ma fille. Voilà un petit peu la genèse de ce livre. Et alors donc, c'est l'histoire de Laura, ta fille, qui naît en parfaite santé, dans une famille équilibrée et aimante. Un père, une mère et deux grands frères qui l'attendent avec impatience. Mais son arrivée dans la famille va tout chambouler. On sait qu'une nouvelle naissance, de manière générale, dans une famille nécessite des organisations nouvelles. Mais l'arrivée de Laura, c'est plus qu'une réorganisation de vie, c'est un changement radical. Et alors, que se passe-t-il? Alors, je dois dire que l'arrivée de Laura, c'était pas prévu dans mon programme de vie. J'avais déjà deux garçons qui étaient déjà grands, hein. Mon premier avait 19 ans, le deuxième avait 16 ans. Donc, pour moi, voilà, je voulais vivre un petit peu une vie de femme, profiter des plaisirs que j'avais pas eu, enfin des plaisirs de la liberté que je n'avais pas eu plus jeune, puisque j'ai eu mon premier enfant, j'avais 21 ans, j'étais en quatrième année de médecine. J'ai eu mon deuxième, j'en avais 25. Je passais ma thèse, j'avais mon deuxième dans le ventre, j'étais enceinte de 6 mois et j'avais mon premier sur les genoux. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu un démarrage de vie dans la vie active assez dense, quoi. Et quand je suis arrivée vers 38 ans, bon, je venais de divorcer, un divorce qui s'était bien passé, voilà, comme ça arrive dans la vie, mais parfois ça se passe moins bien. Moi, ça s'était bien passé d'un commun accord, donc tout. Et je voulais cette fois-ci vivre une vie de femme un peu libérée, libre de contraintes Enfin, j'avais des contraintes professionnelles, mais je n'avais plus à obtenir un métier. J'avais une situation stable, j'avais des enfants qui pouvaient rester un peu tout seuls le soir, voilà. Et puis, ben voilà, je suis tombée enceinte et donc après j'ai su que c'était une fille. Et ça, je dois dire que j'étais vraiment heureuse que ça soit une fille parce que j'avais déjà deux garçons et que j'avais grandi dans une famille où depuis toujours j'entendais dire une fille on l'a pour toute sa vie, un garçon on le perd quand il se marie.
Et moi, je me disais, ben, j'aurai ma fille. J'avais d'excellentes relations avec ma maman et je me disais, je vais nouer des liens. Donc, c'est vrai que ça a été pas une grossesse qui était désirée hein, au départ. J'ai appris ça. Après, j'ai su que c'était une fille. Du coup, ben, j'étais ravie. Bon, le père de Laura habitait à 400 kilomètres de chez moi. Moi, je travaillais, j'avais quand même un boulot. Je venais en plus de changer un petit peu de contexte professionnel. Donc, ben voilà, on a secoué le cocotier, entre guillemets, et je me suis organisée, mais c'est vrai que ça a chamboulé pas mal ma vie. Ma fille était une petite fille magnifique, très sage, et tout s'est bien passé jusqu'à ses 1 an et demi à peu près. Et Mm. là, par contre, ça a été un bouleversement complet, mais pas dans le bon sens, voilà, où j'ai dû accepter petit à petit ben, des choses que je n'imaginais pas. Parce que dans la maladie génétique de ma fille, il y a, il y a ce double deuil qu'on doit faire. Il faut faire le deuil ben, de l'enfant qu'on portait en rêvant pour lui les meilleures choses du monde, une vie bien plus formidable que celle que vous-même vous vivez, même si elle est jolie, cette vie. Vous espérez tout pour un enfant. Donc il fallait que je fasse le deuil de ce que j'avais espéré pour ma fille. Et il fallait que je fasse le deuil de ce petit bébé qui était splendide, qui grandissait sans aucun problème jusqu'à l'âge de ses 18 mois. Donc cette maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Rett, elle a ce, elle nous impose un double deuil, quoi, de ce qu'on pouvait imaginer et espérer. Et alors, la problématique du handicap, finalement, qui touche Laura, mais qui touche aussi un grand nombre de familles. Euh, alors, d'une personne à l'autre, justement, cette problématique du handicap est très différente. Pourquoi? Ben parce qu'on a des degrés de handicap qui sont plus ou moins importants. Euh, pour certaines familles, ça va être plus facile à gérer. Pour d'autres, ben, ça va être plus compliqué, voire, je dirais, ça va imposer une présence quasi totale, voire totale, hein, dans le cas de Laura. Et c'est le cas dans ta situation. Les journées ressemblent à des marathons sprintés. C'est la course du réveil au coucher, euh, quand il y a un coucher, parce que on découvre dans ton livre que c'est jour et nuit, 7 jours sur 7, et c'est finalement une abnégation totale de soi. Ça faisait pas partie du programme. Non, je pense que ça fait partie du programme de personnes, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a de multiples handicaps. Il y a le handicap sensoriel, le handicap moteur. Laura, c'est un handicap psychique, même si sa maladie, c'est un polyhandicap. Donc je crois que, vous savez, quand on a dans une classe où des enfants ont la chance d'aller bien, sur les 30 élèves dans une classe, aucun n'est pareil même si on leur inculque des valeurs qui vont dans le même sens. Mais aucun enfant va réagir pareil. Ben, les handicapés, je pense que la différence de réaction des uns et des autres est encore plus grande. Donc même pour le syndrome de Rett dont est atteinte ma fille, aucune petite fille. Ce sont les petites filles. Moi qui étais contente d'avoir une fille, vous voyez, ça ne touche que les petites filles, cette maladie. Donc c'était une autre gifle que la vie m'envoyait, quoi. Voilà, mais bon, c'était comme ça, hein, faut savoir avancer. Donc les petites filles atteintes de maladie de Rett ne se ressemblent pas, à part que elles ne parlent pas, et qu'elles ont une attitude avec leurs mains elles ont souvent les mains regroupées, ou elles ont des stéréotypies, où elles se mordent les mains, elles se mordent les doigts. Ça, c'est un signe assez caractéristique de toutes ces petites filles, mais aucune ne se ressemble. Et ma fille, elle, dans ses problématiques les plus lourdes, c'était des troubles autistiques. C'est-à-dire qu'elle, c'est surtout un handicap psychique avec quand elle était en mal-être ou quand elle avait mal à quelque part, elle ne pouvait pas l'exprimer et sa seule façon de montrer qu'elle n'était pas bien,
partir dans une crise avec des cris, avec des automutilations, avec voilà. Donc c'est vrai qu'on Mhm. ne pouvait absolument pas la laisser et que parfois même une seule personne ne voulait pas rester seule avec elle, quoi, parce que parfois quand elle partait en crise, ils étaient quatre pour Oui. essayer de la juguler. Et Des, moi à la maison, j'étais toute seule avec elle, et oui, mais des j'étais crises la maman. extrêmement violentes, Voilà. qu'on découvre, et dont tu décris finalement Oui. les scènes. C'est vrai que dans ce livre, quand j'ai écrit ce livre, je me disais, est-ce que tu as le droit d'écrire ça? Parce que je voudrais surtout pas qu'on pense que ma fille est un monstre. Et j'ai écrit les choses telles que je les ai Hmm. vécues. Mais à côté de ces crises, il y avait ces sourires, il y avait ces petits yeux, parce que ma fille ne me parle qu'avec ses yeux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu écrire dans mon livre également. Et ce qui me fait dire que ben, dans cette envie de décrire ma fille telle qu'elle est, je pense que là où j'ai réussi, c'est qu'à travers ce livre, on aime ma fille. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau que m'offre ce livre. Quand les gens me parlent de mon livre, quand ils me disent qu'ils ont aimé l'amour qui se ressent dans, enfin, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est que c'est un livre d'amour, c'est pas un livre de handicap. Et on me dit comment va Laura. Et Hmm. moi, chaque fois qu'on me dit des choses comme ça, c'est comme si ma fille qui ne parlera jamais me disait, maman, je t'aime. Et ça, c'est le plus beau cadeau que ce livre m'a apporté. Et peux-tu nous expliquer quelles ont été les aides extérieures? Tu dis quand Laura est en crise, tu es seule avec elle, alors que parfois il faut deux, trois, Mm, quatre mm, personnes pour la canaliser. Tu as recours, comment dire, à une aide extérieure. Tu es seule, comment mm. ça se passe? Comment ta vie est régie Alors, au vu de cette situation? euh, ma vie était régie par Laura, entre guillemets. Mais ma vie était régie aussi par l'envie de continuer à travailler. Parce que si j'avais arrêté de travailler, je n'aurais pas tenu le choc. Moi, en fait, quand j'allais travailler, je partais en vacances. Et quand j'arrivais chez moi, c'était un peu comme la pression au travail qu'on peut ressentir parfois. Donc, bien sûr que j'ai rencontré des personnes fabuleuses qui ont été pendant pendant une certaine période des piliers. Mais il faut savoir que le pilier d'une maman, le pilier qu'est une maman ne peut jamais s'effondrer. Mais les piliers qu'on peut rencontrer au cours de notre chemin, à un moment, ils s'effacent. Et il faut l'accepter. Mais ces personnes-là, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, dans ce livre, j'ai voulu rendre hommage à toutes ces personnes qui m'ont tendu la main à un certain moment de mon chemin, sans qui j'aurais pas tenu. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est vrai que ma fille, elle est allée un petit peu à l'école en maternelle, ensuite elle est allée en hôpital de jour, ensuite elle est allée en IME, qui était pourtant adapté aux troubles autistiques, mais cette IME, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, n'a plus voulu Laura, il fallait que je retrouve un autre IME. Voilà, et ensuite j'ai eu des aides à domicile qui sont venues chez moi, mais très vite, toute seule, elle tenait pas le choc tous les jours de la semaine. Et donc j'ai fait appel à une association et j'ai trouvé des gens formidables. Et grâce à eux, on a pu continuer le chemin. Laura grandit Mm. et tout au long de ton parcours, tout au long de son parcours et tout au long de votre parcours, à toutes les deux, tu décris un certain désarroi sur le fait d'avoir un enfant différent. Cela remet en cause les rêves, les ambitions personnelles. Hein, on transpose, hein, sur nos enfants, nos envies, on les idéalise, on les voit comme ci ou comme ça. Et puis on les imagine déjà dès tout petits dans le monde du travail. Or, ce soir, on a avec nous des personnes de l'entreprise, des chefs d'entreprise, des responsables RH, des recruteurs. Et là, je m'adresse à la maman, mais aussi aux médecins du travail, euh, pour aborder la question de l'inclusion, de la problématique du handicap
dans le monde du travail, est-ce que, et puis c'est un sujet qui revient souvent sur la table, est-ce que on peut facilement intégrer le handicap dans le monde de l'entreprise et est-ce que l'aura peut avoir une place un jour dans une entreprise? J'aurais bien aimé, mais pour Laura, c'est pas possible. Pour Laura, vous pensez bien que même dans un IME, ça pouvait pas aller. Donc il faut être, je pense qu'il faut être lucide entre guillemets. Par contre, et on peut pas aborder cette question d'une façon générale. Même si c'est ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on peut pas. Mais je veux dire, parler de l'intégration du handicap dans le monde du travail, il faut en parler. Mais après, chaque personne porteuse d'un handicap va être différente. Moi, Laura, elle n'a aucune capacité cognitive. Elle ne parle pas. Elle ne peut pas montrer où elle a mal. Elle marche, elle déambule. Ça, au niveau moteur, même si elle n'est pas comme moi, mais ou comme vous, mais il n'y a pas de problème. Mais par contre, intégrer Laura dans le monde du travail, non. Laura, elle est porteuse d'un handicap supérieur à 80%, quoi. Je veux dire, c'est impossible d'y penser. Par contre, il faut se battre. Il faut se battre pour intégrer les personnes porteuses de handicap qui ont une capacité à travailler. C'est vraiment super important, et pour eux, et pour ces personnes et leurs familles, et pour les gens le monde du travail. Parce que ces personnes-là apportent un plus. Dans leurs différences, elles enrichissent l'équipe. Alors, par contre, il faut être très, très prudent et accompagner. Il faut accompagner aussi bien la personne porteuse de handicap que l'équipe dans laquelle elle va travailler. Donc, vous voyez, alors c'est marrant, vous me posez cette question aujourd'hui et hier, dans mes consultations, j'ai eu une jeune femme, mais vraiment magnifique. Elle était porteuse d'une trisomie 21, donc avec un faciès un peu particulier, des trisomiques très souriantes, comme sont beaucoup les trisomiques. Il faut se dire que les personnes handicapées sont souvent hyper souriants, comme s'ils étaient gâtés par la vie. Donc ça, je pense qu'on peut en prendre une leçon, nous, quand on se plaint pour des trucs qui sont pas forcément des choses fondamentales. Je pense que le sourire des personnes handicapées doit nous donner des leçons de vie et des leçons d'optimisme et d'humilité. Donc, et là, je reviens à mon histoire d'hier. Donc, je reçois cette jeune femme de 23 ans qui vient avec sa maman, parce que quand on a un enfant handicapé, on l'accompagne plus longtemps que quand on a un enfant en bonne santé. Et la maman me demande si elle peut rentrer. Je dis, vous faites comme vous voulez. Je voulais montrer à la jeune fille que je pouvais la recevoir aussi sans sa maman. Donc, elles rentrent toutes les deux. Et donc, alors, depuis 2 ans, cette jeune femme travaillait dans une bibliothèque en tant qu'agent de lecture publique. C'est-à-dire qu'elle accueille les gens, on leur demande un livre, elle va les chercher. Bon. Donc, elle m'explique que tout va bien. Au niveau de la santé, ça allait. Elle était bien suivie. Et je lui dis, et alors, comment vous êtes intégrée? Comment ça se passe avec vos collègues de travail? Et elle, avec sa simplicité et sa lucidité, me dit, vous savez, au début, ils n'étaient pas contents. Et maintenant, ils m'adorent, ils me font même des cadeaux pour mon anniversaire. Donc, vous voyez, voilà, l'intégration réussit. Peut réussir vraiment parfaitement. Et la maman à côté, j'imaginais, parce que moi j'aurais bien aimé que ma fille puisse travailler un jour. La maman à côté était radieuse. La jeune fille était radieuse et visiblement l'équipe appréciait beaucoup cette jeune femme. À côté de ça, il y a d'autres personnes, c'est plus difficile l'intégration. Et là, il faut savoir qu'il existe des structures qui accompagnent, qui favorisent l'inclusion au travail. C'est-à-dire que j'avais eu une autre personne qui était un peu plus polyhandicapée avec des troubles. Cette personne, c'était un monsieur, il avait besoin de procédures fixes parce qu'il ne mémorisait pas bien. Donc j'avais fait intervenir, en tant que médecin du travail, une entreprise, un cabinet spécialisé qui avait d'abord fait un peu de formation à l'ensemble de l'équipe pour expliquer les différences et qui avait établi des fiches procédures. Donc, pour le jeune, c'était plus facile. Voilà. Donc, je crois que l'intégration des personnes handicapées, elle doit se faire au cas par cas, avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté vis-à-vis des difficultés, tant pour ceux qui accueillent que pour celui qui va travailler. Mais pour Laura, ça sera jamais le cas. Il faut bien l'accepter.
Écrire ce livre a-t-il été un moyen pour toi d'exorciser cette expérience Alors, de j'ai écrit ce vie? livre au bon moment, dans le sens où je l'ai écrit à un moment où, pour la première fois de ma vie, j'ai dû développer du courage. Le courage de dire que je pouvais plus continuer. Ouais. Et ça, parce que parfois quand on lit mon livre, on me dit, vous avez du courage. Mhm. Non, je vous assure, Malika, je n'ai pas du courage, je C'est suis ce une qu'on... maman. Je Ouais. suis une maman. Je crois que le courage, c'est quand on fait quelque chose, quand, par exemple, si j'avais su les problèmes de Laura, si Laura n'avait pas été ma fille, si j'avais connu ses problèmes et que je l'ai adoptée, oui, j'aurais eu du courage. Là, c'est pas du tout le cas. C'était ma fille. C'était pas du courage. C'était de l'amour. Ma fille m'a fait grandir. Ma fille m'a transformée. Ma fille m'a appris plus de choses que mes parents que j'adore m'ont pu m'apprendre, que mes professeurs ont pu m'apprendre. Ma fille m'a appris quantité de choses. Donc, par contre, un jour, j'avais honte de dire, je peux plus continuer comme Mhm. ça. C'était une nuit à l'hôpital avec une infirmière qui était enceinte, une jeune femme. Je reverrai toujours ce petit moment d'intimité. Laura venait de faire une grosse crise et là, je me suis dit, je peux plus. Et j'avais honte, j'avais honte. Et là, j'ai dit à l'infirmière, je peux plus, je peux plus. Et je pleurais comme jamais de ma vie, j'ai pleuré. Et l'infirmière m'a dit, il faut du courage pour dire ça, madame. Et là, c'est vrai que Mhm. j'ai eu du courage. Je me sentais le soldat qui quittait le champ de bataille, vous voyez. C'était horrible, horrible. Donc ce livre, je l'ai écrit au moment où je me suis dit, il faut que je place ma fille dans un établissement. Et ça, j'avais honte. J'avais honte. C'était très dur pour moi. Ce mot placement, j'arrivais même pas à le dire. Et quand j'ai écrit ce livre, c'était en plus à un moment où elle avait été, bon, on avait trouvé un établissement qui était parfait pour elle et qui est toujours parfait parce qu'elle y Mhm. est toujours aujourd'hui. Et quand j'ai écrit ce livre, j'arrivais chez moi, j'avais plus Laura à la maison, je me sentais inutile, je servais à plus rien. Je me disais, bon, d'accord, ta vie est facile, mais tu n'es plus utile à personne. Et donc j'ai écrit ce livre, et dans ce sentiment de honte un peu que j'avais, je me suis dit, je n'ai pas rien fait pour ma fille. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé à supporter cette période où j'ai été sans elle. Et au début, Un c'était grand un vide. grand vide, hein, parce que c'était, vous savez, éplucher une pomme de terre quand j'avais pas ma fille à côté, c'était un plaisir, parce que je n'avais pas besoin de surveiller, voir si ses yeux allaient virer au noir, quoi. Ouais. Donc, me retrouver toute seule à faire ce que je voulais, quand je voulais, à ne pas être toujours en état de vigilance, à regarder ma fille, parce que même quand elle était super bien, ça pouvait partir d'un seul coup. Donc, bah, ça fait un grand changement. Donc, ce livre m'a a comblé cette absence des premiers mois, et ce livre m'a fait dire que bah, j'avais pas peut-être été quand même une maman défaillante. Alors, effectivement, en lisant ce livre, on se dit, je dirais, je continuerai de dire, waouh, quel courage, et c'est vraiment impressionnant. Et donc, finalement, on fait connaissance avec Nathalie avant Laura, et Nathalie avec Laura. Euh, Peux-tu nous décrire aujourd'hui la différence entre la Nathalie d'avant Mm. et la Nathalie d'aujourd'hui? La Nathalie d'avant, à qui tout réussissait, disait toujours quand on veut, on peut. Donc je mettais de l'énergie. Je voulais être médecin, j'ai été médecin, je voulais avoir des enfants jeunes. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer mon ex-mari, j'ai eu des enfants jeunes. Et je me disais, je suis née sous une bonne étoile, tout ça. Je pensais que rien de mauvais pouvait m'arriver. Et puis ben, ma fille m'a appris que même quand on voulait, on ne pouvait pas toujours. J'aurais voulu qu'elle lise, j'aurais voulu qu'elle parle. Elle parlera jamais, elle ne lira jamais. Euh, voilà. Et si vous voulez, je crois que ce que j'ai appris avec ma fille, c'est à accepter l'inacceptable. Et j'ai grandi. Parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas maîtriser. Je ne pouvais pas aujourd'hui, la médecine n'est pas suffisamment avancée pour réparer son ADN. Voilà. Donc, ben, j'avais ça devant, j'avais cette maladie devant moi. Je pouvais pas maîtriser. Je pouvais pas maîtriser. Et j'ai appris, en fait, avec ma fille, j'ai appris la non-maîtrise. Alors peut-être que maintenant, peut-être que je pouvais paraître à certains avant, peut-être, enfin, prétentieuse. Je pense pas avoir été Mhm. prétentieuse au sens, elle dit pas bonjour. Mais peut-être que je pensais qu'avec une volonté, on pouvait tout faire.
eh ben, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, il faut garder la volonté de vouloir trouver la meilleure des solutions. Je crois que c'est... Voilà, ma fille m'a appris à accepter l'inacceptable. Je suis peut-être plus ouverte, plus ouverte à ce qui est différent aussi. Voilà, j'ai appris, j'ai été par terre, je me suis relevée, mais j'ai été par terre. Vous comprenez, quand ma fille était en crise, j'étais sa maman, je la comprenais pas. J'étais médecin, je pouvais pas la soigner ni la calmer. C'est dur, hein? C'est dur d'encaisser ça. Vous vous sentez On se sent défaillante, impuissant. impuissante, et puis pas capable en tant que maman, entre guillemets, de calmer son propre enfant, pas capable en tant que médecin de trouver une solution Mm. pour soigner son enfant. Ben voilà. Voilà, j'ai été par terre, mais je me suis relevée et j'ai grandi. Voilà, donc je suis beaucoup plus modeste, enfin beaucoup plus modeste, je suis beaucoup moins attachée aux résultats. Voilà, je crois que c'est ça la Mm. grosse différence. Je suis beaucoup moins attachée aux résultats que ce que je l'étais avant Laura. Parce que malgré toute la bonne volonté, il faut se fixer des buts, des objectifs, mais pas des résultats. Oui. Sinon, on coule. Je crois que c'est ça qui m'a le plus grand changement que je peux avoir. Et alors, Nathalie, ton témoignage dans les pas de Laura, et vraiment, j'incite tout le monde à le lire parce que c'est un livre qui apprend l'humilité. Euh, il m'a profondément touchée. Je l'ai trouvé poignant et parfois même déroutant. Tu déploies une force de vie absolument extraordinaire qui fait se poser au lecteur une question. Mais où peut-on puiser une telle puissance de vie? Par ton livre, au-delà de ton expérience de vie, ce sont les problématiques liées au handicap que tu exposes au grand jour. Et peut-être un appel au secours au profit de tous les parents, de toutes les familles qui sont dans le dépit, tant le handicap d'un enfant, d'un proche peut être lourd à porter. Nathalie, si tu me le permets, je voudrais te laisser le mot de la fin, mais avant, si tu devais prodiguer un conseil aux familles, aux proches, aux frères, aux sœurs qui écoutent aujourd'hui ce podcast, que pourrais-tu leur dire? Quel message d'espoir pourrais-tu leur donner? Mais je crois il faut trouver sa force dans le sourire de ces personnes et dans l'énergie de ces personnes qui sont différentes. Ma fille, avec toutes les souffrances qu'elle a, ne semble pas avoir de rancune aucune sur la vie, qui l'a pas forcément choyée. Quand je vais la voir dans son établissement, que je vois toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé et qui nous offrent des sourires comme des personnes pour qui tout va bien, euh, leur sourire est prodigieux. Donc je crois que il faut prendre des leçons de ces personnes différentes, se dire qu'elles manifestent un courage pas possible, qu'elles savent se réjouir d'un petit bon moment où dans leur tête ça va bien. Et voilà, je pense que de toute façon c'est l'amour qui porte. Et ces personnes différentes, ces personnes porteuses de handicap, euh, incitent à l'amour. Incitent à l'amour. Elles sont plus fragiles et plus fortes en même temps que nous. Moi, je compare souvent Laura à un coquelicot. Vous savez, ces coquelicots qui semblent avoir des pétales tout fragiles, prêts à s'envoler au moindre coup de mistral. Vous les avez vus dans nos campagnes, quand le mistral souffle? Les pétales s'envolent pas. Le coquelicot y plie, mais les pétales restent. Eh bien, ces personnes handicapées, c'est ça. Elles ont une force en elles. Elles sont fragiles et plus fortes que nous à la fois. Plus fragiles que nous et plus fortes à la fois. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que vivre avec des différences comme ça, avec des souffrances visibles comme ça fait mal. Mais il faut aimer et, 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 et accepter d'être enrichi par ces personnes différentes. Accepter ce qui n'est pas acceptable pour pouvoir avancer avec. Je crois que c'est ce que j'ai. Et puis rester honnête devant les difficultés qu'elles présentent, ces personnes-là, pour que les personnes qui vont
accompagner dans d'autres temps de vie cette personne porteuse de handicap ne soit pas surprise. Voilà. Je pense qu'il faut être honnête, aimer et admirer ces personnes-là qui ont un courage fabuleux. Je te remercie infiniment pour ce témoignage très touchant, Nathalie, et j'incite vraiment tous nos auditeurs à découvrir ce magnifique livre. Je dirais que j'accueille vraiment comme un cadeau de la vie. Dans les pas de Laura, de Jeanne Goiran, à découvrir, à partager, à diffuser le plus largement possible. C'est un vrai chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre qui nous, je le redis, nous apprend l'humilité, le respect et nous permet de porter un autre regard sur la problématique du handicap. Merci infiniment, Nathalie. C'est moi, Malika, qui te remercie beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? Likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains podcasts.